bienvenue à cet atelier. Est-ce que Julie, tu peux partager le support de Oui, tout à fait, le diaporama. diaporama? Alors, Pour le compte de la compagnie Thérèse Urbain, on va donc animer cet atelier sur le thème des techniques d'animation des jeux avec merci. En binôme avec Aurélie Côté de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et comme intervenante Julie Danilo de la Maison de l'Architecture et de la ville PACA. On a jusqu'à 15h45. Pour le moment, on a ouvert les micros uniquement de Aurélie, Julie et moi-même, mais après, bien sûr, vous pourrez avoir la parole. Pour aborder cet atelier, on va avoir un petit temps d'introduction et très rapidement, on va vous proposer un travail d'exercice en sous-groupe et suite à ce travail-là, on apportera des éléments complémentaires. Alors pour nous, ce serait quand même plus facile de savoir parmi vous qui c'est qui a déjà eu l'occasion d'utiliser des jeux. Et donc, je vous propose pour ça un petit sondage. Donc, je vais vous envoyer dans la discussion le lien pour répondre à 2 questions. Je vous ai envoyé dans la discussion le lien. À savoir, dans les questions, je ne les ai plus sous les yeux, mais c'est savoir, oui, est-ce que vous avez déjà animé un jeu pédagogique, que ce soit avec des enfants ou des adultes? Et si oui, si vous avez eu des difficultés, quel type de difficultés vous avez pu rencontrer? Donc, voilà. Même si on ne va pas partager tout de suite les résultats, ça va nous permettre, au fur et à mesure de l'atelier, de pouvoir répondre à ces questions. Donc, je vous invite à répondre aux questions. Donc, avez-vous déjà eu l'occasion d'animer un jeu avec du public? Donc, pour l'instant, vous êtes 10 à avoir répondu. Merci de bien valider une fois que vous avez répondu. Donc, je vais vous donner en même temps les résultats dès que tout le monde aura pu répondre. Actuellement, on a une majorité vous avez majoritairement déjà animé un jeu avec du public, puisque sur les 16 personnes qui ont répondu, 70% ont déjà animé un jeu. Donc, ça, c'est bien de le savoir. Et donc 35%, enfin, les pourcentages changent un peu. En gros, 30 à 35% n'a jamais eu l'occasion de le faire. Question suivante. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion, est-ce que vous avez eu des difficultés et est-ce que vous pouvez du coup noter les difficultés? Est-ce que d'autres personnes souhaitent répondre? Pour l'instant, on a 3 réponses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter? Merci. Il y en a qui continuent à répondre. Ok, on a 7. Est-ce que encore une ou 2 réponses? Oui, ça arrive encore. Je vous laisse encore 2-3 secondes et je vais vous lire les résultats parce qu'il n'y en a pas tant que ça et du coup, ça permet de pouvoir les partager en direct. Donc, on a 2 réponses qui sont dans les difficultés, la gestion du temps, des problèmes d'adaptation aux âges. Pour les enfants, un vocabulaire utilisé pas toujours maîtrisé. Donc, j'imagine que c'est le jeu qui n'était pas adapté au niveau du vocabulaire pour le public enfant. Difficulté d'expliquer clairement les règles du jeu. Autre difficulté, c'est lorsque l'envie de gagner prend le dessus sur le contenu pédagogique. Et ça, on va bien en parler. Et pas vraiment de méthode pour conclure le jeu, du mal parfois à faire le bilan pour savoir quels ont été alors, il n'y a pas le dernier mot, mais j'imagine les apprentissages ou les... Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup déjà parce que ça nous permet déjà d'introduire le sujet, de voir quelles sont les préoccupations, enfin les difficultés que vous avez pu rencontrer. Pour compléter cette introduction, effectivement, qui dit technique d'animation, comment on va pouvoir animer ces jeux. Alors je ne sais plus si, Julie, on avait dans le diapo un support où je fais une introduction sans support. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Alors, je sais ce que je voulais vous dire. Non, il n'y avait pas de support. Les jeux, en fait, on a pu le voir déjà depuis ce matin, sont des formidables outils, mais effectivement, animer un jeu, c'est une autre paire de manches et ce n'est pas toujours si évident que ça. Alors, pourquoi ce n'est pas toujours si évident que ça? C'est que, notamment chez les plus jeunes, le jeu va tout de suite avoir un phénomène d'excitation.
Donc, parfois, si le public est nombreux, si on a choisi un jeu, par exemple, où il y a une compétition, c'est le premier à gagner, ça va démultiplier ce phénomène d'excitation. Et donc, ça va être à vous, en tant qu'utilisateur du jeu, animateur, à savoir le gérer. Donc ça, on va en parler. De la part des adultes, on va avoir un autre phénomène, c'est que ça peut être mal vécu. Il peut y avoir un peu un sentiment qu'on nous infantilise si on vous propose un jeu en tant qu'adulte. On peut avoir des réticences parce que aussi on a des mauvaises expériences de jeu quand on était jeune et du coup on n'a pas du tout envie de faire un jeu. Donc ça peut être aussi une difficulté. Enfin, on l'a déjà vu dans l'introduction, là, dans les réponses que vous avez données, on peut avoir un problème parce que ici on est bien sur une question de comment j'utilise un jeu pour faire des apprentissages, donc des jeux pédagogiques, dans une visée pédagogique. Or, effectivement, parfois, l'envie de gagner, par exemple, va prendre le pas et on va avoir du mal à raccrocher des apprentissages et être dans un bon équilibre. Et ça, c'est une vraie difficulté puisqu'on n'est pas là pour juste faire un jeu, mais dans une visée pédagogique. Donc, déjà ces éléments font que c'est pas si évident que ça de trouver le bon dosage et ça demande un peu une technicité, une compétence et c'est ce qu'on va discuter pendant cet atelier, de voir comment on peut animer au mieux un jeu pour qu'on ait un bon équilibre entre du ludique, parce que autrement c'est pas un jeu, la pédagogie et savoir calmer les ardeurs de tout le monde, donner envie de participer et être dans des bonnes conditions. Pour réfléchir à tout ça, comme c'est un atelier, on va vous faire participer. Pour participer, ce qu'on vous propose avec Julie et avec Aurélie, est-ce que Julie et Aurélie, vous ne voudriez pas vous présenter avant d'aller plus loin? Parce que du coup, je suis partie bille en tête et je ne vous ai même pas donné la parole, ce qui est très mal poli de ma part. Peut-être, Aurélie, tu peux te présenter. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Cotet. Je suis chef de projet en médiation culturelle à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et je m'occupe plus particulièrement de la programmation à destination du jeune public et des familles, et aussi de nos expositions ateliers en location qui donc partent à travers la France, que vous avez d'ailleurs peut-être déjà reçues. Voilà. Et bonjour à tous, Julie Danilo de la Maison de l'Architecture et de la Ville PACA, MAF PACA, à Marseille. Et nous, à la Maison de l'Architecture, donc on est membre du réseau national des maisons de l'architecture. Et sur la région PACA, on déploie tout type d'activités pour sensibiliser les publics à ces questions d'architecture et de ville. Et on utilise depuis quelque temps maintenant les jeux pédagogiques ponctuellement en fonction des actions qu'on mène. Donc voilà, ce sont des outils qu'on utilise et on en a créé aussi certains. Très bien. Donc pour ce premier temps de travail en sous-groupe, avant même de vous diviser en sous-groupes, je vous explique comment ça va fonctionner. Vous allez vous retrouver dans des groupes, on va les nommer en fonction de jeux. On va vous proposer, en fait, vous allez travailler chacun sur un jeu, mais en fait, en tout, il y aura 3 jeux différents. Un jeu de construction qui s'appelle Fabricado, un jeu de questions-réponses plutôt à destination des ados, Trivial Cité, et le jeu Zackline qui est un jeu d'adulte. On a choisi d'utiliser des jeux qui vont vous être présentés très simples à comprendre. Donc, on va vous partager, on va passer dans vos groupes pour vous donner un lien d'un Padlet. Sur le Padlet, il y aura tous les éléments pour prendre connaissance du jeu. Vous puissiez le faire tout seul. Vous n'aurez pas besoin de nous. Donc, il y aura soit un lien vers une vidéo, soit un petit PDF à lire. Donc, pour comprendre déjà le jeu qu'on vous propose d'analyser. Dans un second temps, on va vous poser des questions pour savoir comment vous imagineriez utiliser ce jeu. Donc, chaque groupe va répondre aux questions qui sont posées. Parfois, sur le même Padlet, on va avoir 2 groupes qui travaillent en simultané parce qu'ils vont travailler sur le même jeu.
je ne sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, ce que vous allez voir, c'est que vous allez être divisé en groupes et vous allez avoir chacun un lien qui va vous être donné au bout de quelques secondes ou très rapidement en tout cas, où vous allez avoir les infos. Avec Aurélie et Julie, on va de toute façon passer d'un groupe à l'autre pour vous clarifier les consignes parce que ce sera plus clair en direct. Donc, je crois que c'est Aurélie qui va diviser le groupe en plusieurs groupes. Alors, j'ai néanmoins une petite question puisque nous avons en tout 23 participants. Est-ce qu'on divise malgré tout en 5 groupes ou on n'en fait que 4? Non, je pense que 4 groupes, ça peut être bien. Quand vous allez être en sous-groupe, s'il vous plaît, allumez plutôt vos caméras parce que comme vous serez en petit comité pour pouvoir échanger, et ça peut être bien dans un premier temps de vous présenter très succinctement parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres professionnels. On a 30 minutes pour travailler en sous-groupe, donc vous avez le temps de vous présenter, de prendre connaissance du jeu qu'on vous propose et de répondre aux questions pour réfléchir collectivement. C'est un travail collectif qu'on vous propose. Comment on pourrait utiliser ce jeu avec le public. On va vous donner une situation donnée. Vous allez tout découvrir. Donc, on va vous diviser en 4 groupes et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et du coup, il y aura 2 groupes qui vont travailler sur une même situation. Et alors, j'ai une question. Avez-vous une préférence pour le jeune public ou une préférence pour le public ado? Oula, tu sais quoi? Moi, je pense qu'on ne va pas faire de préférence. On va décider. Parce qu'autrement, ça va être très long si on commence à demander à chacun. Alors, dis-moi, vas-y, décide. Ben, moi, je pense que c'est plus simple vraiment de. Je suis désolée, on va vous affecter dans des groupes. Parce que si on commence à demander à 25 personnes, là, on va perdre. Je suis désolée. Non, est-ce qu'on conserve 2 groupes enfants ou 2 groupes ados, en fait? Vous me dites et je vous affecte là dans on va faire 2 groupes enfants, un groupe ado, un groupe adulte. Alors, c'est parti. Donc, c'est Julie qui va s'occuper du groupe adulte qui va travailler sur Zachline. Moi, j'irai voir le groupe qui travaille pour les ados Trivacité et il y a Aurélie qui va se dédoubler pour travailler avec les 2 groupes de Fabricado. C'est parti. Donc, tout le monde est en train de réintégrer la salle principale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va restituer vos échanges. Donc, on va, groupe après groupe, vous donner la parole, en tout cas l'un d'entre vous, celle ou celui qui voudra prendre la parole. Ce que je vous demanderai là pour la restitution, c'est de ne pas nous raconter tout ce que vous avez dit parce que ce serait bien trop long. Le but, c'est plus que vous nous disiez les idées principales, 2-3 idées principales de ce que vous avez pu vous dire. Et ensuite, on complétera avec Aurélie et Julie de conseils que nous, on peut vous donner par rapport à l'animation. On va commencer avec un des groupes de Fabricado. Le groupe 1, est-ce que qui veut bien nous... Ah oui, j'ai oublié un truc important. Aurélie, est-ce que tu peux, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, tu peux nous expliquer en quelques mots le jeu Fabricado? Il y a ton micro qui est fermé. Voilà, vous m'entendez bien? Alors très rapidement, c'est un jeu qui a été présenté hier au Salon des Jeux pour ceux qui y étaient et qui ont eu la possibilité de se rendre sur les jeux pour enfants et ados. Donc c'est l'Art des Pas qui le conçoit et l'édite. En fait, c'est une sorte de série, puisque là, il y a même le 3e qui va bientôt sortir. Fabricado 2, l'idée, c'est partir d'une maquette. Donc normalement, c'est un jeu que vous achetez, que vous pouvez faire en autonomie à la maison, destiné aux enfants à partir de 7 ans. Et vous recevez donc des plaquettes où les éléments en fait se détachent et vous permettent de construire un bâtiment de référence qui est une villa qui se trouve en Suisse. Et ce bâtiment de référence, en fait, il fonctionne à partir d'un mur porteur. Et c'est à partir de cette idée-là, en fait, que la suite du jeu, c'est essayer de construire une tour, une sorte de tour un peu infernale, puisque à mesure que vous augmentez les étages, tout peut s'écrouler d'un moment à l'autre.
Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette structure porteuse, pas à pas, avec un petit livret où vous avez à la fois des notions de plan, d'actionométrie, de maquette, donc vraiment de rentrer dans ce qu'est un architecte, et en même temps du pas à pas pour comprendre ce qu'est cette maquette et comment le bâtiment de référence s'est construit et se raconte. Voilà. Merci Aurélie. Le premier groupe qui a travaillé sur Fabricado, est-ce que vous pouvez nous dire quelles idées vous avez eues sur comment vous pourriez utiliser ce jeu avec un public enfant? Je vais rattraper mes notes. Du coup, nous, notre projet, c'est de les faire travailler en petits groupes avec un système à l'envers, en fait, de ne pas leur montrer la maison zurichoise qui est l'objet de l'atelier au tout début, de le garder pour un peu plus tard et de leur mettre en point de départ un petit récit du type dans la peau de l'architecte et de les faire travailler sur un cahier des charges de l'architecte à partir des besoins de la famille ou de leur famille, sachant qu'il peut y avoir plusieurs types de structures familiales, donc d'avoir des besoins divers. Et après, de découper la séance en différents points en fonction des différents éléments de cette maison qu'on veut mettre en valeur. En l'occurrence, il y a la question du volume de fenêtres, il y a la question du mur porteur avec la gestion de l'équilibre ou des besoins d'une famille type, 2 adultes, 2 enfants, et de leur faire une série de petits défis à partir d'un cahier des charges de contraintes pour qu'ils fassent à chaque fois une proposition en équipe et d'alterner des phases de petits défis avec les phases de débriefing, de mise en commun et de la raccrocher avec la proposition qui a été faite par l'architecte sur cette maison à Zurich. Voilà, et donc du coup de diviser en plusieurs petits modèles, en plusieurs petits modules. D'accord. Donc, une technique d'animation pas à pas, si je peux reformuler comme ça, avec à chaque fois des temps de débriefing sur chaque étape qui a été franchie. Et j'ai noté aussi que vous faites avec des petits groupes. Donc, je comprends qu'il y a plusieurs jeux qui sont utilisés. Oui, un lot de maquettes par groupe. Donc, on avait pensé à 3-4 groupes par rapport au cahier des charges qui était demandé pour nous. Je ne l'ai pas dit au départ pour tout le groupe. On était sur un centre de loisirs avec des enfants de 8-12 ans et 10 à 12 enfants. Ok, très bien. Est-ce que le deuxième groupe qui a travaillé sur Fabricado, vous pouvez nous dire comment vous aviez imaginé l'utilisation de ce jeu? S'il vous plaît, que quelqu'un se dévoue. Parce que nous n'étions pas avec vous, donc je ne sais pas ce que vous avez dit. Est-ce que vous voulez que je vous redonne le nom j'ai même plus le nom des participants du deuxième groupe. Alors, dans le deuxième groupe... Merci. Merci Virginie. Alors, donc nous... Alors, attendez, je reprends aussi ce que nous avions dit. Nous étions partis sur une division aussi de ce groupe d'enfants en 2 groupes et avec l'idée de construire une maison pour 2 familles avec un mur commun. Donc ça, c'était la consigne. Et l'idée, au fur et à mesure du temps de l'activité, c'était d'expliquer la notion de structure aux enfants, savoir pourquoi un seul mur ou le sol, à quoi il sert et pourquoi, enfin voilà, pour montrer pourquoi notre structure va tomber ou va pas tomber, voilà, tout simplement. Et le défi, eh bien, c'était de fabriquer la maison la plus haute possible. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais
Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, je suis toute seule en fait dans ce groupe, je crois, finalement. Mais oui. Non, mais en fait, juste pour réagir, c'est très, très difficile parce que, en fait, on découvrait et puis le temps de découvrir, de se familiariser avec le jeu, enfin, en fait, il nous manquait une personne en fait pour nous aider et nous orienter. Enfin, en tout cas pour ma part. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous avez été un peu en difficulté finalement pour répondre à l'exercice, si je comprends bien. Oui. Ok. Ben, on est désolé. Après, bon, vous auriez pu nous appeler, on serait venu vous voir, mais c'était un peu la difficulté. Est-ce que on passe du coup... Alors, je tiens quand même juste à préciser sur ce jeu, la difficulté de ce jeu, c'est que c'est un jeu avec beaucoup d'éléments. Donc là aussi, pour les questions d'excitation, plus on va avoir des éléments en main, plus ça peut aussi créer l'excitation chez les enfants. Donc, on verra tout à l'heure dans les techniques qui vous sont proposées, voir comment on peut gérer ça. Mais c'est quelque chose à anticiper. On va donc enchaîner sur le jeu Trivial Cité que je vous présente très rapidement. Le jeu Trivial Cité, à la base, c'est un jeu très simple qui est une espèce de jeu de loi où vous avez une case de départ, un parcours qui va vous amener jusqu'à l'arrivée. On a plusieurs équipes qui jouent en même temps. Le but du jeu, c'est d'arriver le premier et pour y arriver, on va répondre à des questions. Les questions, elles sont sur différentes thématiques qui sont habiter, qui sont construire, se déplacer en ville, se rencontrer, échanger. Donc là, avec des questions plus sur les espaces publics et la nature en ville ou des espaces j'avais un verbe qui allait avec, mais je ne sais plus. Donc, en tout cas, la nature. Le but du jeu, c'est d'avoir des questions qui interrogent les adolescents, un jeu pour les adolescents, sur différentes composantes de la ville. Et on a aussi potentiellement des questions qui vont être plus de la consultation, de leur poser des questions sur l'avenir de leur ville, etc. Donc, au milieu de tout ça, on a des questions aussi qui sont plus de l'ordre de qui c'est qui s'occupe des collèges, est-ce que c'est qui c'est qui s'occupe des écoles, pour aussi comprendre les acteurs. Donc, le jeu Triacité, on avait posé comme question au groupe qui travaille dessus comment ils imagineraient l'utiliser avec une classe de collégiens. Moi, si jamais je veux bien faire la restitution. Merci. Donc, du coup, on avait 3 grandes idées qui sont sorties un peu de notre échange. Donc, la première, c'était au niveau de l'installation, comme on était face à une classe de collégiens et que ça constituait le lancement d'un projet autour de la ville, on se disait que ça pouvait être intéressant de le faire, d'utiliser la version avec une roue qu'on trouvait plus interactive et plus vivante que la version plateau. Du coup, l'idée, c'est qu'ils font tourner la roue et ils ont des cartes de couleurs et voilà. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, il y a une version plateau, comme l'image qu'on a sous les yeux, mais on a une version avec une roue qu'on fait tourner et qui est assez grande et qui renvoie aux mêmes questions, en fait. Johanna, je vous écoute. Parce que ouais, ce qui est intéressant avec la roue, c'est qu'en extérieur, c'est plutôt sympa. Donc on se disait pendant une visite du quartier ou d'un monument ou même de la maison du projet, si jamais il y a un projet de ville ou quoi. Enfin, l'idée vraiment de sortir un peu du cadre scolaire. Donc ça déjà, c'était le premier point. Et de les faire jouer par équipe pour avoir plutôt un aspect coopératif plutôt que chacun répond tout seul à une question. De les faire se concerter, limite qu'il y ait un timing et puis qu'ils répondent par équipe du coup. La deuxième idée, c'était l'idée du support de restitution, donc pour éviter d'être juste dans le jeu et d'après pas revenir suffisamment sur ce qui a été fait, d'avoir quelque chose qui permette de prendre des notes ou quoi, mais ça peut être type un grand tableau où on épingle les questions et on note des idées, ou ça peut être individuellement chacun un carnet où ils prend des notes, ils répondent en même temps ou après coup. Et puis la dernière idée, c'était à la fin, au niveau de la conclusion, d'embrayer un petit peu sur voilà, des projets qui peuvent avoir lieu en ville, par exemple, d'élargir un petit peu au-delà du collège et du contexte scolaire. Et puis voilà, de leur demander bien qu'est-ce qu'ils ont appris et de faire un petit temps comme ça d'échange à la fin. Très bien.
Donc le troisième point, c'est le fameux débriefing, on en reparlera tout à l'heure. Très bien, c'était très clair. Merci beaucoup. On passe du coup au jeu suivant, qui était donc le Zackline. Donc Aurélie, je te laisse le présenter. C'est moi, Julie, qui animait le jeu. Je vais en dire un petit mot. Désolée, je me suis trompée. Pas de souci. Donc la Zackline, c'est, comme vous voyez sur la photo, un principe de carte qu'on doit positionner dans un ordre chronologique sur le principe des timelines, chronic cards, archifreeze. Voilà, c'est la même grande idée en termes de mécanique de jeu. Alors, il y a des cartes repères, les cartes bleues qui sont les premières à placer, qui sont vraiment les 6 grands jalons de notre freeze. Ensuite, on a les cartes classiques orange qui là sont plus nombreuses et qu'il faut aussi placer entre les cartes repères. Et si on veut aller plus loin, on a les cartes experts qui là vont un petit peu plus dans la subtilité. Alors cette frise chronologique retrace la création d'une ZAC, comme le nom l'indique. Donc une zone d'aménagement concerté. Il y a également des petites cartes qui expliquent ce que sont les ZAC et puis des petites cartes qui expliquent les règles du jeu. Vous voyez qu'il n'y a que des cartes et que ce jeu est assez facile à imprimer. En fait, il est proposé en print and play sur le catalogue de la ville en jeu. Et il y a même la petite boîte. Donc tout ça, moi, je l'ai fait en suivant les règles print and play. La petite boîte à couper, plier et coller pour mettre toutes les cartes. Donc c'est un jeu qui est très facilement manipulable. La dimension jeu, c'est que quand on positionne nos cartes au fur et à mesure dans la frise, eh bien, on peut se tromper. Alors comment est-ce qu'on sait si on a bien positionné la carte ou si on s'est trompé? Il faut, après avoir posé la carte, la retourner. Et quand on la retourne, vous voyez que c'est tout rouge. Et en fait, il faut un petit plastique rouge. Moi, j'ai pris une pochette de classeur. Et on a la réponse en fait, qui va apparaître à travers les zones rouges. Donc ici, c'est février 2031, par exemple, qui est tout en bas. Et donc, on voit avec les dates des cartes d'avant et les cartes d'après si on a bien positionné sa carte. Si on l'a positionnée, on a un point. Et on peut calculer les points de chacun, puisque chacun notre tour, on pose des cartes. Et c'est là qu'on voit ensuite qui a eu le plus de points, qui maîtrisait le sujet. Et quand on s'est trompé, on peut relire la carte pour bien comprendre en fait, de quoi il s'agit, relire la carte d'avant, relire la carte d'après, comprendre la logique et comprendre pourquoi on s'est trompé. Et donc, par là, en savoir un peu plus sur toutes les étapes de la création d'une ZAC. Merci beaucoup, Julie. Est-ce que, du coup, dans le groupe qui a travaillé sur ce jeu, qui va prendre la parole pour nous expliquer comment vous avez imaginé son utilisation avec un public d'adultes? Si vous voulez, je peux me lancer. Allez, oui, merci beaucoup. Merci Marion. Je vais tenter, du coup, en fait, on s'est tout d'abord un peu posé la question de ce jeu, il peut se faire en individuel, il peut se faire tout seul, donc comment faire en sorte qu'il fonctionne aussi avec un petit groupe. Nous, notre cas, c'était une première réunion de concertation avec une trentaine d'habitants. Donc déjà, on a fait le choix de les diviser en plusieurs petits groupes de 6 qui permettent en fait à chaque membre du groupe d'avoir une de ces cartes repères pour un peu briser la glace. Chacun a son rôle, on essaye de se mettre tous dans le bon sens et on l'installe sur le mur en face de soi pour que tout le monde ait une bonne vision de l'ensemble. Ensuite, l'enjeu était aussi que tout le monde garde une vision globale parce qu'après, il y a 13 cartes et il ne s'agissait pas à la fois de piocher une personne la lit et on se met tous d'accord, c'est un peu statique, mais en même temps, on disait si chacun a 2 cartes, il faut éviter que chacun ne soit juste que sur sa carte et perde en fait la vision globale. Donc, on a essayé de réfléchir à ça et on se disait l'animateur peut poser une première carte pour que les gens ensuite réagissent par rapport à cette carte et que donc on demande à ceux qui pensent avoir une action qui vient avant qu'ils se manifestent, qu'ils lisent leur carte et que collectivement on se mette d'accord sur l'ordre de ces cartes-là. Donc ça, c'était vraiment pour essayer de vraiment garder cette vision globale. C'est posé aussi la question de la correction.
comment faire en sorte que ce ne soit pas une correction scolaire qui pourrait être mal vécue aussi par des adultes. Faire une erreur, ce n'est pas forcément bien pris. On se disait à quel moment est-ce que l'animateur intervient ou pas, et finalement on s'est dit que sur ce type de jeu, l'intelligence collective allait œuvrer un peu naturellement. C'est-à-dire que si il y a des cartes qui ont été mal placées à un moment, le fait qu'on en lise une autre plus tard, on dira mince, celle-là, en fait, elle aurait dû aller entre, donc hop, on va déplacer tous ensemble, mais laisser le groupe en fait faire ses erreurs pour qu'il les corrige de lui-même et du coup intègre mieux le déroulé correct entre guillemets. Et puis aussi, en Ido, on s'était dit justement sur la question du débrief, 2 pistes pour ce débrief, à la fois le terme de purger les émotions qui était dire ok, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous l'avez ressenti, parce que justement le jeu pour les adultes n'est pas forcément simple, et puis aussi garder un temps pour se dire par rapport aux idées avec lesquelles vous arriviez sur le déroulement de tout ce projet que vous allez vivre, où est-ce que vous en étiez, est-ce que ça vous a permis d'y voir plus clair, est-ce que ça vous paraît finalement plus complexe, plus long, ou voilà, faire un peu le point par rapport à l'avant et l'après-jeu. Super, merci beaucoup. Juste, j'en profite au passage pour donner un élément. Moi, je sais que quand j'utilise le jeu Archifrice qui est sur le même principe, je laisse le groupe tout mettre comme il le pense. La correction n'arrive qu'à la fin, c'est ça que je voulais dire. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont tout posé, moi, je leur pose la question, est-ce que vous avez des doutes sur des choses? Je leur dis, c'est pas évident, donc est-ce que vous avez des doutes sur certaines cartes où vous les auriez peut-être placées ailleurs? Donc, on revoit les cartes qui ont été problématiques pour eux, et à ce moment-là, on fait la correction en leur disant, de toute façon, moi aussi, je me trompe, pour dédramatiser le fait qu'on puisse faire des erreurs. Très bien, je vous remercie beaucoup, c'était déjà fort intéressant. J'en profite pour vous dire qu'on va avancer d'un cran, c'est-à-dire qu'on va maintenant vous présenter, nous, les techniques, les conseils qu'on peut vous donner sur, en général, comment on peut animer les jeux. Et puis, s'il reste des questions, puisqu'on a jusqu'à 45, on les prendra au fur et à mesure. Alors, à la fin de la présentation des conseils. Du coup, Julie, si tu peux commencer. Ça, c'est la première slide. Okay. Oui. Alors, moi, je vais peut-être présenter celle-là et vous complétez, Julie et Aurélie. Le premier conseil pour que ça se passe bien quand on utilise un jeu avec un public, un groupe, c'est déjà de bien choisir son jeu. Alors, vous allez me dire, c'est évident, mais en même temps, il faut vraiment prendre ce temps-là de se dire, déjà analyser quel est l'âge des participants, donc quel est du coup leur niveau de compréhension de l'écrit ou de complexité du jeu. Donc, l'idéal, c'est bien sûr de tester le jeu avant. Je vous déconseille de vous lancer dans l'animation d'un jeu si vous ne l'avez pas bien testé avant. Et dans l'idéal, c'est parfois de tester un peu avec des publics de l'âge type, mais ça, ce n'est pas toujours possible. Pour voir, par exemple, vous lisez vraiment, par exemple, s'il y a des questions, est-ce que le vocabulaire paraît adapté à la tranche d'âge de votre groupe? Et des fois, vous allez avoir des surprises, quitte à parfois enlever des cartes qui sont trop complexes. La question de la durée, c'est-à-dire que si votre groupe a 6 ans, vous n'allez pas le tenir en place pendant 1 heure autour d'un jeu. Ce n'est pas possible. Le temps de concentration va être plus court. Donc, dans ce cas-là, il faut un jeu qui soit plus court. Et puis, par exemple, si vous avez une classe de lycée ou de collège, vous savez que les séances durent 1 heure, il y a toujours le temps d'appel, etc. Un jeu pareil, même si les collégiens peuvent tenir 1 heure sur un jeu, ça ne va pas tenir dans l'heure de classe, donc il faudra qu'il dure moins longtemps. Dans le nombre de participants, effectivement, si on est dans une classe de scolaire, on a potentiellement entre 25 et 30 élèves. Donc, si c'est un tout petit jeu comme Fabricado qu'on a vu tout à l'heure, ce ne sera pas adapté d'avoir un seul jeu pour 30 élèves. Donc, ça crée plus de frustration et d'excitation. Donc, si on est sur un grand groupe, se pose la question de la taille du jeu. Si on a par contre potentiellement, je ne sais pas, 4 encadrants adultes qui peuvent aider, dans ce cas-là, effectivement, si je reprends l'exemple de Fabricado et que je peux me procurer 4 exemplaires du jeu, alors je peux diviser ma classe en 4 groupes et je vais avoir un référent adulte par groupe, et dans ce cas-là, on peut tout à fait l'utiliser. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Un autre élément qui est très important, c'est le contexte. Si je suis en milieu scolaire, j'ai déjà les mêmes groupes d'enfants du début à la fin.
Si je suis sur un événement grand public dans la rue, potentiellement, j'ai des gens qui vont arriver en permanence et repartir en permanence. Donc, ce n'est pas la même chose. Dans ce cas, il faudra poser un cadre avec des parties plus courtes. Et pareil, dans le contexte, si je suis en temps scolaire, je sais que je vais pouvoir être plus dans l'éducatif que si je suis dans un temps centre de loisirs, par exemple, alors je vais devoir privilégier un jeu qui est quand même avec une partie ludique plus avancée que pédagogique. Donc, le bon équilibre est à tester. Donc ça, c'est des choses qui sont liées à votre expérience de connaissance des groupes, mais aussi à vraiment prendre le temps d'analyser les jeux, de les tester avant pour voir, sentir si ça va le faire ou pas. Ça, c'est le premier élément qui est donc bien choisir son jeu, c'est fondamental. Le deuxième, peut-être que je vais laisser Julie, est-ce que tu veux prendre la parole sur ce point-là? Oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit clair dans votre tête avant même aussi le choix du jeu, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre, quelles sont les notions que vous voulez transmettre à votre public, quel est votre objectif à vous. Et il ne faut pas en cibler trop. Donc 2 ou 3 notions, c'est bien. Finalement, évidemment, quand le public est très jeune, vaut mieux en sélectionner peu. Quand le public est un peu plus adulte, vous pouvez vous permettre plus de notions, mais malgré tout, voilà, le cerveau humain fait que c'est beaucoup plus simple et plus clair de pouvoir retenir des notions si elles sont limitées. Donc, c'est vrai qu'il faut que ce soit clair dans votre esprit pour que ce le soit au final, à la fin de la médiation, dans la tête des participants. Je rajouter quelque chose. Pour compléter ce que tu étais en train de dire, c'est vrai que tout à l'heure dans le groupe qui a présenté Fabricado, cette histoire du mur porteur, ça peut être un des éléments justement qui va servir de revenir régulièrement. Si on a décidé d'utiliser Fabricado parce que ça met en avant les murs porteurs, par exemple, c'est quelque chose qu'on va pouvoir revenir régulièrement dans le jeu. C'était juste un exemple. La question d'adapter le jeu, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment une clé qui pour moi est fondamentale. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, on va choisir un jeu qui va être bien choisi pour le public, mais après, généralement, c'est difficile de trouver le jeu idéal au public qu'on va accueillir. Donc souvent, une des astuces, ça va être d'adapter un jeu. Donc là, par exemple, avec ce jeu qu'on a pu utiliser, c'était un jeu qui, à la base, avait un peu plusieurs règles du jeu. Et on s'est rendu compte que pour clarifier le jeu avec les publics, finalement, on a décidé de le simplifier. C'est-à-dire que les 3 photos que vous voyez, ce n'est pas l'avancement d'une partie. C'est que initialement, le jeu que vous voyez tout à gauche, c'est le jeu dans sa version intégrale. Et finalement, quand on l'a plusieurs fois animé avec les publics, on s'est rendu compte qu'il valait mieux partir de... On a sélectionné dans le jeu quelques éléments qu'on a mis sur le tapis pour commencer la partie, pour partir de quelque chose de simple. Et au fur et à mesure qu'on joue, on ajoute des éléments avec les élèves. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de faire ça par étapes. Ça a été dit aussi tout à l'heure, on peut faire des modules. Il vaut mieux démarrer avec quelque chose de simple et peut-être simplifier le jeu. Ce n'est pas grave, il vaut mieux partir avec quelque chose de simple qui est du coup facilement explicable, qui est, les joueurs vont vite comprendre ce qui est proposé parce que c'est simplifié. Une fois qu'ils ont acquis cette notion-là et qu'ils ont compris aussi la mécanique du jeu, vous pouvez ajouter des éléments pour aller un peu plus loin dans la complexité, dans les notions qui sont apportées. Il vaut mieux, donc ça c'est dans des questions d'animation et même de conception de jeu, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un niveau dans lequel on est à l'aise. Si on met trop de difficultés directement, vous risquez de perdre les joueurs qui, pour certains, vont se dire « non mais en fait j'ai rien compris », qui vont rejeter le jeu. Et ça marche aussi avec des adultes. Hein. Il vaut mieux y aller mollo et après petit à petit monter le niveau. Donc ça c'est un premier point. Et je ne sais pas si c'était dans cette slide-là qu'il fallait le dire, mais j'en profite aussi. Pour les questions d'excitation, effectivement, les enfants,
Si vous leur mettez sous la main plein d'éléments à manipuler, vous allez avoir ce phénomène qui va se passer systématiquement, que vous allez avoir plein d'enfants qui vont, avec leurs mains, prendre les éléments, qui vont les manipuler. Et là, leur attention va partir parce que après, il y a aussi des chamailleries de « je te pique le truc ». Enfin, ça fait du désordre. Donc, ne pas hésiter aussi à mettre les enfants à distance et de désigner à tour de rôle qui a le droit de prendre des éléments, quitte à lui donner concrètement les éléments qu'il a le droit de prendre, de manipuler. Après, il peut le montrer, on peut inviter l'enfant ou le joueur à montrer aux autres qu'est-ce qu'il a en main, pourquoi il a cet élément-là, plutôt que de donner tout d'un coup, qui va tout de suite créer beaucoup de pagaille. Je vous laisse Aurélie et Julie compléter si vous voulez sur ces aspects. Avec la Zach Line, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure avec un sous-groupe, c'est vrai que le jeu lui-même permet déjà d'adapter les règles parce qu'il y a 3 niveaux de cartes, donc 3 niveaux de difficulté en quelque sorte. Avec des plus jeunes, on va peut-être rester que sur les premières cartes repères. Avec des gens qui connaissent déjà un petit peu ce qu'est une ZAC, qui ont quelques notions, on va pouvoir aller jusqu'aux cartes experts. Donc il y a 3 niveaux de cartes. Et en fonction du temps dont on dispose et du public, on peut choisir déjà les cartes qu'on veut utiliser. Et puis ensuite, on a bien vu dans les échanges du groupe que la manière de restituer les corrections pouvait prendre des formes différentes, ou même la manière dont on positionne les cartes, est-ce qu'on les met à plat sur une table, est-ce qu'on les met avec la pâte à fixe sur un mur, voilà, il y a déjà différentes manières de présenter les cartes, alors que la règle du jeu, elle dit que faut poser sur une table et puis on corrige au fur et à mesure, mais finalement on a une marge de manœuvre qui permet de s'adapter au public, maintenir son attention, parce que nous on avait des groupes assez nombreux, quand on joue seul on va plutôt suivre la règle, et quand on est nombreux on va adapter. Donc il y a pas mal de jeux quand même qui permettent une marge de manœuvre. Et puis, on sait qu'adapter le jeu, c'est aussi l'adapter en temps réel quand on anime. Il y a toujours une petite marge d'improvisation en tant qu'animateur. On regarde la montre, on se dit « oulala, j'ai le temps, j'ai pas le temps ». Là, les gens, ils écoutent plus. Et puis, voilà, donc c'est bien d'avoir en tête les différentes possibilités pour pouvoir rebondir aussi en tant qu'animateur. Moi, j'aurais bien aimé ajouter juste pour les enfants, et notamment en prenant l'exemple de Fabricado, qui n'était pas forcément un cadeau justement pour travailler en groupe, parce que ça relevait aussi de la construction. C'est aussi un jeu de construction, Fabricado. Donc l'idée de passer par la mission avec des enfants, c'est vraiment une excellente idée, ça les responsabilise et finalement ça les met aussi dans la notion du jeu où c'est pas vous, c'est un rôle que vous empruntez, et la mission, le défi est d'autant plus facile à faire passer. Et quand il s'agit de rajouter une manipulation comme dans Fabricado, la question de la monstration, elle est vraiment très, très importante. Alors là, évidemment, votre difficulté, c'était que le jeu, vous ne connaissiez pas, que vous ne l'aviez jamais eu en main. Et donc, je reviens sur ce que disait Aurore, le fait d'avoir le jeu d'abord en main, de pouvoir le tester, de pouvoir envisager tous les scénarios possibles et inimaginables. Quand il s'agit d'un jeu aussi à manipuler, on doit passer par la monstration, ce qui permettra notamment à un public d'enfants, mais même d'adultes, de rentrer plus facilement dans la règle qu'on aura imaginée ou qu'on aura adaptée par rapport à ce qui était initialement prévu. Sur la slide suivante, Julie, organiser l'espace, c'est un peu aussi d'anticiper, c'est-à-dire que effectivement, si vous avez un groupe qui est nombreux, comment on va faire en sorte pour qu'il soit... Tout à l'heure, on a vu la photo avec le tapis où on asseyait les enfants autour. Donc là, si c'est des adultes qui ne sont pas très nombreux ou des ados, on peut les mettre autour de la table. De préparer à l'avance le jeu pour que ce ne soit pas au moment où ils arrivent, vous installez le jeu qui va perdre du temps, va perdre leur attention. Donc bien sûr qu'à l'avance, tout est déjà installé. Peut-être que s'il y a des petits éléments, ils ne sont pas sur la table et vous allez les apporter qu'au moment où vous aurez déjà expliqué les règles du jeu, où vous aurez leur attention pour expliquer pourquoi ils sont là, les règles du jeu, etc. Une fois que ça c'est bon, on peut donner les éléments qu'ils vont pouvoir manipuler. C'est en tout cas, je pense que si vous avez déjà eu l'occasion de faire des ateliers avec des enfants ou des adultes, le temps d'attention, l'attention est vite parasitée si vous donnez déjà des choses que les gens vont pouvoir manipuler. Donc ça fait bien faire gaffe, bien faire attention de bien séparer les choses.
Je ne sais pas si, Julie, toi, tu voulais rajouter quelque chose sur organiser l'espace? Non. J'en profite pour dire quelque chose qui est un peu ce qu'on disait avant, mais pareil, quand vous expliquez les règles du jeu, ça, c'est un exercice qui demande vraiment un exercice qui demande de la pratique, c'est-à-dire que là aussi, il faut y aller par étapes. Si vous expliquez tout le jeu d'un coup, vous allez perdre tout le monde parce que c'est difficile de tout comprendre. Donc, tout comme on y va par étapes, c'est vrai qu'il vaut mieux expliquer un tout petit peu. On commence la partie et au fur et à mesure, on rajoute un peu des règles pour comprendre les éléments, à quoi ils servent. Mais s'il vous plaît, n'expliquez pas quand ça dure plus de 3 minutes trop d'éléments parce qu'on comprend généralement un peu rien. Dans les éléments suivants, alors Julie, je te laisse la parole sur donner envie. Oui, sur donner envie. Alors, on a choisi une photo qui montre une séance du jeu poids par pain qu'on a développé à la Maison de l'Architecture, où vous voyez qu'il y a tout un décor qui participe un peu de cette volonté de rendre les participants et les joueurs vraiment acteurs dans cette séance de médiation. Comme le jeu poids par pain raconte le déroulement d'un chantier, on a déguisé entre guillemets nos jeunes participants avec les gilets de sécurité et les casques. Et puis vous voyez même il y a de la rubalise tout autour. Voilà, on avait organisé un petit espace de jeu qui les met tout de suite dans l'ambiance, puisque chaque joueur correspond à un corps de métier qui va agir sur le chantier. Et le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout du chantier et de livrer la construction. Donc par cet exemple, on voulait dire que c'est vrai qu'il y avait tout un contexte autour du jeu. Il faut pouvoir donner envie. C'est tout l'atout d'utiliser des jeux pédagogiques dans nos actions de médiation. C'est qu'il y a une partie un peu de fun. Et puis, comme disait Aurore tout à l'heure, il faut quand même trouver l'équilibre entre le plaisir et le pédagogique. Il ne faut pas donner trop de règles, avoir des jeux trop complexes par rapport au temps dont on dispose ou à l'attention du public, pour pas non plus les accabler et toujours maintenir cette dynamique, cette curiosité, cette envie de gagner. Et en même temps, dans les jeux qui nous concernent, comme ce ne sont pas que des jeux ludiques, mais des jeux pédagogiques aussi, il faut quand même cette partie pédagogique, qu'elle ne soit pas trop faible, mais qu'elle ne soit pas inexistante, mais en même temps qu'elle ne soit pas trop forte non plus. La question a été un peu soulevée tout à l'heure dans le groupe sur Zach Line, de dire ne faut pas qu'on fasse une correction type maîtresse d'école qui arrive à la fin et qui disent ça c'est juste, ça c'est pas juste. Il faut au contraire leur donner envie de rebondir, d'apprendre, etc. Donc ça passe par tout plein d'aspects finalement. Donner envie aux joueurs, c'est les mettre en condition, c'est trouver le bon jeu, trouver le bon timing, etc. Pour garder cette motivation. Je crois que les spécialistes des jeux parlent du flow, F-L-O-W. Il faut maintenir le flow, donc maintenir ce dynamisme et cette envie de poursuivre le jeu. Tout à fait. Et je voulais rajouter, et en même temps que je suis en train de le rajouter, j'ai oublié mon idée, donc c'est super. La fatigue gagne. Pourtant, c'était important, bon, mais voilà, j'ai oublié. Oui, sur l'aspect pédagogique, bien sûr, c'est super important. Sur ce jeu, par exemple, moi, je trouve ça super de pouvoir aussi, comme ils incarnent des corps de métier, d'avoir des photos des différents métiers qu'ils représentent et de pouvoir montrer des photos. Ça peut être aussi au moment où ils choisissent le rôle, de montrer les différents ouvriers et de leur demander, d'après vous, comment s'appelle cet ouvrier, qui veut l'incarner, tiens, je te donne la photo et c'est toi qui seras qui fera la pelleteuse, c'est toi qui vas être plombier, etc. Donc, ne pas hésiter aussi, bien sûr, à avoir d'autres éléments pédagogiques qui vont permettre d'apporter du contenu par des différents moyens et pas que par la parole aussi. On n'a plus beaucoup de temps, donc on a encore... Juste, si on passe à la page suivante, le débriefing, ça c'est un point qui est fondamental. Vous l'avez déjà évoqué en faisant vos présentations. Alors que ce soit en cours de partie, si on a plusieurs temps, différents modules, comme on l'a dit, on y va par niveau. À chaque niveau, on peut déjà dire, là par exemple, vous avez compris, on vient de voir ce qu'était le mur porteur ou la structure porteuse. Donc on fait un petit point déjà d'apport pédagogique. Et on peut aussi, le débriefing, ça va être surtout de demander aux participants, aux joueurs,
Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous dans cette première phase du jeu? C'est vrai que ce n'était pas toujours facile. Pourquoi, d'après vous, vous avez eu cette difficulté? Donc, le temps de débriefing, il peut être soit en cours de partie à différents moments ou à la fin du jeu, de leur poser cette question-là, effectivement. Qu'est-ce que vous avez compris? Quelles ont été vos difficultés? Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous pensez que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose? Et donc là, vous pouvez tirer le fil pour revenir à des apprentissages et aussi comprendre, faire des apports complémentaires, des rectifications, etc. Donc ça, c'est un point fondamental. Sans le débriefing, les jeux sont beaucoup moins pédagogiques. Et pour compléter ça, il existe des petits outils de débriefing qui fonctionnent même pour des séances qui ne sont pas des séances de jeu, hein, à la fin d'une formation, à la fin d'une réunion, enfin, quelle que soit l'animation, il y a des petits outils, il y a notamment le photolangage, utiliser des images pour exprimer comment on se sent à la fin de la partie. Vous pouvez montrer différents smileys, par exemple, et puis chacun va choisir le smiley qui correspond un peu à son état d'esprit, ou alors demander à ce que chacun dise un truc qui était bien, un truc qui était moins bien. Enfin, il y a plein d'astuces pour faire parler les gens et pas juste leur dire qu'est-ce que vous en pensez, puis ce sont toujours les plus bavards qui parlent et les autres qui se taisent. Voilà, mais bon, je développe pas plus, mais c'est un point qui est fondamental, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'on avait, parce qu'il est déjà 45, voire 46, est-ce qu'il y avait un autre point dans la présentation? Donc dans les éléments de contenu, on a dit l'essentiel. Sachez que sur le site de la Ville en Jeu, dans la partie ressources, il y a un article qui parle de garder un bon équilibre entre le pédagogique et le ludique, où il y a comme beaucoup d'éléments de ce qu'on a pu dire là maintenant qui sont déjà rédigés. Il y en a peut-être d'autres qu'on a oubliés qui sont là. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site de la Ville en Jeu, dans la partie ressources, et là, de mémoire, c'est dans l'aide à l'animation. Voilà, c'est une référence. Il y a plein d'autres choses à découvrir dans les ressources de la Ville en Jeu. Donc, c'est fait pour ça. On n'a malheureusement pas le temps de faire un petit débriefing avec vous pour savoir ce que vous avez pensé de cet atelier, ce qui est fort dommage puisque ça aurait été très intéressant. J'espère en tout cas qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées, à nous envoyer un petit message dans la discussion, et puis nous on peut se charger derrière de vous envoyer des ressources complémentaires si besoin, ou de répondre différemment à ces questions. Merci beaucoup à Julie, Aurélie et à vous tous d'avoir joué le jeu et d'avoir réfléchi ensemble à cette question-là. Merci à tous.